Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau, vous le savez, qui fait un décryptage de l'actualité de la semaine. Sur ce plateau, nous avons des confrères, des invités. Pour pouvoir parler, c'est un sujet qui nous intéresse. On scrute l'horizon, on regarde certains sujets, on les ramène sur ce plateau. On fait un décryptage pour pouvoir éclaircir, pouvoir donner des réponses peut-être auxquelles vous vous attendez, sûrement avec des questions à votre niveau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir même, je vais dire, Monsieur Bourema Soulo, journaliste blogueur. Soulo, ça va? Ça va, Fatima. Tout ça, c'était les investigations, tout ce temps. Tout ce temps, bon, c'est aussi le temps de prendre un peu de l'air, un peu de recul pour voir, scruter comment les choses se passent avant de venir donner des choses limpides à nos téléspectateurs. Donc, surtout que l'accès à l'information... aux sources, c'est devenu ça devient quelque chose. Un parcours de combattant. Exact. Bon, voilà, c'est notre métier. Nos téléspectateurs ne connaissent pas ça. C'est comme quand on cuisine, on ne sait pas comment... On ne va pas rentrer derrière la cuisine. On va avancer. On salue la diaspora qui nous regarde par le monde. Merci beaucoup. On reçoit très bien vos messages d'encouragement et de suivi et tout. Aujourd'hui, sur le plateau de Mandé TV, je reçois une personnalité, je ne sais pas si je peux appeler personnalité, parce que c'est quand même un visage pas inconnu des citoyens maliens qui regardent bien, qui scrutent l'horizon. Il s'agit de Monsieur Ousmane Al-Moudou Touré. Il est secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales, SINEFCT, je vais y arriver, et également porte-parole du syndicat de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Donc, il a beaucoup de casquettes, c'est tout un long parcours, mais on a la personnalité sur ce plateau-là, et il va nous éclaircir sur un sujet assez crucial de nos sujets aujourd'hui sur ce plateau. Monsieur Touré, bonjour, merci de votre disponibilité. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à vous aussi. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que nos réponses seront à la hauteur des attentes. C'est surtout des éclaircissements. Effectivement, téléspectateurs de Mandé TV, nous avons des sujets, donc des sujets d'actualité malienne. On a notamment la libération de l'honorable Mamadou Awa Gassama par grâce présidentielle, il faut l'expliquer, et puis on va développer tout ça. Deuxième sujet, notamment la condamnation confirmée en appel de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Troisième sujet, 2026-2027, décrété année de l'éducation et de la culture. Voilà, donc vous comprenez clairement pourquoi notre invité sur ce plateau. Et en dernier sujet, on va aller à l'international, notamment du côté du Maroc, concernant la CAN 2025, avec la grève de la faim des 18 supporters sénégalais détenus depuis le jour de la finale. Sous l'eau, on va regarder tout ça. Sans plus tarder, on prend notre premier sujet, la libération de l'honorable. Oui, notre cher compatriote Mamadou Awa Gassama, ancien député de Yélimani. Ancien député de Yélimani. Oui, bien sûr. Et actuel membre du Conseil national de transition, était détenu depuis juillet 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour offense au chef d'État ivoirien. Il avait été condamné pour 3 ans de prison par le tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau et assorti de 5 millions de francs CFA et d'une interdiction de séjour sur le territoire ivoirien. Comme vous l'avez dit, par sa magnanimité, le président de la République ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara, l'a gracié ce mardi
10 février 2026 et il a regagné ce mercredi 11 février. Il n'a pas perdu du temps sur le territoire ivoirien. Il a déjà regagné la terre malienne et il a déjà fait ses premières déclarations où il a remercié les autorités ivoiriennes. Puisque, comme on l'a dit, c'est la justice qui l'a pris, ce n'est pas le président qui l'a pris. Et nous, chaque fois qu'on s'est prononcé sur ce dossier, on disait de laisser la justice aller jusqu'au bout. Et quand la justice termine son travail, que le président exerce son droit de grâce, et c'est ce qui a été fait, parce qu'il a été quand même condamné le 30 janvier dernier, le 30 janvier 2026. Donc, en moins de 2 semaines, il a été déjà gracié et il a regagné son pays natal. Et on l'espère bien, son retour ou cette détention de 7 mois et 7 jours va lui servir de quelque chose pour quand même... il en tirera les leçons, en tout cas, exactement, politiquement parlant. Et voilà, donc c'est quand même un heureux dénouement et on espère bien qu'il va regagner son fauteuil au sein du Conseil national de transition. En tout cas, pour son fauteuil, on verra bien. On verra bien est-ce qu'il aura une sanction disciplinaire et autres, parce qu'on sait très bien qu'il était parti dans un cadre purement privé. Et surtout, pendant cette période, l'hémicycle était en pleine plénière quand même. Donc, il va justifier un petit peu de tout ça. On verra si ça va notamment arriver à nos oreilles pour pouvoir en parler ici sur ce plateau. Monsieur Touré, vous regardez quand même l'actualité. Bien vrai que vous êtes syndicat de l'éducation. Vous avez un regard un peu lointain un petit peu de tout ça. Vous trouvez quoi, cette décision de grâce de Alassane Ouattara, c'est quand même assez honorable, hein? Non, elle est salutaire. Je pense que c'est ce que tout le monde attendait. Effectivement, dès lors que le processus judiciaire s'engage, il faut laisser la justice finir son travail. Et lorsque le président l'a gracié, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que, comme l'autre solo l'a dit, savoir permettre à chacun de tirer des leçons, savoir ce qu'il faut dire et quand il faut le dire, et surtout savoir et respecter les autorités étrangères comme on respecte nos propres autorités. Je pense que c'est extrêmement important dans la vie politique. J'ai suivi un peu le processus. C'est que moi, personnellement, je n'avais pas compris ce qu'il est parti faire en Côte d'Ivoire à une période où lui-même, vous savez, le discours qu'il a tenu, les propos tenus vis-à-vis du président ivoirien et allait se retrouver sur ce territoire. Bon, on peut dire non, mais à savoir, il est déjà parti. Hein. Je crois bien qu'il était déjà parti, mais pour cette fois-ci, c'est parce qu'il a un peu fait un peu de bruit lors d'un vol. Il s'est fait attirer l'attention sur lui par le truc. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est notre. On ne peut pas souhaiter du malheur à un compatriote. Lorsque cela arrive et qu'il y a un dénouement heureux qui suit, on ne peut que se féliciter et remercier le président ivoirien pour cette grâce. D'accord. En tout cas, bienvenue, Mamadou Awa Gassama, on le dira ainsi, sous l'eau. Exactement. Exactement, bienvenue au Bercail, et puis on verra bien ses prochaines sorties. Il a quand même manqué sur la scène, hein, il faut le dire. Exactement. C'est surtout ça que les gens ont un petit peu dit. Hein. Ouais, effectivement, quand même, il servait de un bon client pour les vidéomans qui lui prenaient régulièrement, que ce soit à travers les plateaux ou chez lui à domicile ou même dans certaines cérémonies. Donc c'est comme on aime le dire dans notre jargon, c'était un client facile, un client serviable parce que les médias aussi aiment quelqu'un qui parle, qui ne refuse pas la parole. Et je crois que déjà il a commencé à parler ce mercredi. Donc je crois qu'il va maintenant commencer à accepter des conseils. Par exemple, une personnalité de sa trempe quand même ne doit pas parler comme un homme de la rue. Et surtout que quand on s'adresse à des autorités étrangères, c'est vraiment pas très très sage entre guillemets de parler comme un citoyen lambda. Donc il a vu qu'il n'est pas n'importe qui parce qu'il n'est pas n'importe qui, il a été arrêté en Côte d'Ivoire parce que justement il n'est pas n'importe qui, qu'on l'a fait sortir tous ses dires, toutes ces vidéos là, et lui-même il a reconnu, et au lieu de se victimiser, il a demandé pardon. Il a quand même, à travers sa famille qui s'est mobilisée aussi pour adresser une lettre ouverte à Alassane
au président Alassane Dramane Ouattara pour demander pardon au nom de toute la famille Gassama. Et les avocats aussi se sont mobilisés. Je crois que tout ça l'a aidé. Et je crois qu'il y a même un artiste qui a fait aussi une sortie pour dire que lui aussi, il a plaidé auprès du président Alassane Dramane Ouattara. Il avait remercié l'artiste Sidiki Diabaté, qui est aussi qui est considéré comme un fils adoptif au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il est très aimé là-bas. Donc lui aussi, il a fait hier, le mardi, il a fait une sortie pour remercier les autorités ivoiriennes. En tout cas, c'est vrai que c'est assez crucial. Hein. Une personnalité, d'une certaine carrure, comme Soulo l'a dit, ne peut pas prétendre à parler comme le citoyen lambda. Même si en privé, on est tous citoyens lambda quand même, je pense que publiquement, on doit tenir des propos assez corrects, et aussi c'est un message fort. Hein. On a essayé de voir avec les citoyens maliens qui disent que c'est un message fort. Il faut que de nos jours, que les autorités, les personnes qui ont une certaine responsabilité rentrent dans une certaine mesure des propos. Parce que actuellement, c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit bien des propos par-ci, par-là, où on manque fortement de respect au chef d'État. Donc voilà, peut-être que c'est une manière aussi de sensibiliser, de dire que revenons un petit peu à la raison et puis assez courtois. Voilà. Donc, et dans ce dossier, pardon de vous couper, mais dans ce dossier, ce qui est quand même très crucial, c'est de voir le respect du principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Malgré les pressions, malgré les demandes de pardon, le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas immiscé dans le dossier judiciaire. Il a laissé la justice faire son travail. Il n'a pas mis pression à ce qu'on cherche, parce que quand même, mine de rien, il a passé 7 mois en prison, ce qui veut dire qu'il a laissé la justice vraiment faire son travail. Et après, 2 semaines après, il a pris le pouvoir que sa constitution lui confère pour faire libérer notre compatriote. Donc, ça aussi, ça dit long sur l'état de principe de séparation des pouvoirs. C'est qu'on regrette souvent sur d'autres dossiers où l'exécutif se glorifie d'avoir commandé ou commandité l'arrestation de tel ou tel au détriment du ressort de la justice. Donc ça aussi, c'est une leçon peut-être à retenir dans ces dossiers. Et surtout que par là, ça a montré que la justice est quand même assez forte. Hein. Elle fonctionne assez bien. Les procès ont été tenus quand même un petit peu dans les délais. On a suivi ça de très près. Parce que c'est ça aussi qui était un petit peu la crainte pour les citoyens maliens, à savoir est-ce que la justice va réellement travailler avec une certaine bonne approche et bonne précision. Et on a pu voir avec son avocat, maître Ismaël Konaté, quand même, qui n'a pas souligné cet aspect-là. Donc ça, c'est quand même un bon point. Voilà, on va aller à notre prochain sujet. Voilà, le prochain sujet aussi, c'est question de justice encore une fois, mais là, c'est sur le territoire malien, avec une personne, pas des moindres, ancien PM quand même du Mali, Monsieur Moussa Mara, voilà l'ancien PM, a été condamné en appel sous l'eau. Effectivement, l'ancien Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta, Moussa Mara, a été la sentence de sa condamnation a été confirmée. C'est le 9, le premier. Le 9 février, le 9 février, voilà, le lundi, c'est lundi là. Donc, a été confirmé par la cour d'appel de Bamako. Exact. Donc, il avait été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme et une amende de 500 000 francs CFA. Donc, lui, il avait été aussi poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, incitation au trouble à l'ordre public et opposition à l'autorité légitime, donc à la suite d'une publication sur X, anciennement Twitter, où il disait se compatir avec toutes les détenus. Après une visite. Exactement, tous les détenus politiques et des personnalités civiles. Donc aujourd'hui, il avait été condamné en octobre 2025, mais son avocat avait fait appel. Et il avait été comparé le 19 janvier dernier en appel.
Donc, mais la cour d'appel n'a pas suivi l'appel de l'avocat. Mais l'avocat a dit, Maître Montagatal, il a dit qu'il va pourvoir en cassation parce qu'il n'est pas d'accord. Mais comme Mahmoud Hawa Gassama, lui aussi, il est en train d'épuiser son 7e mois de détention en prison, on se rappelle, à Koulikoro. Et il est accompagné par la mauvaise circonstance par l'ancien Premier ministre, lui aussi, Dr Choguel Kokala Maïga. Exactement, arrêté depuis juillet 2025, hein, c'est bien ça. Monsieur Touré, vous regardez un petit peu tout ça? Oui, on regarde tout ça, on regarde tout ça de loin, on observe ce qui se passe. Je pense là aussi c'est de souhaiter un dénouement heureux aussi à cette question-là. Parce que maintenant que je pense en termes de justice, le processus est arrivé à terme. Les avocats ont cherché la cassation du verdict, c'est pas fait maintenant. Nous aussi, on va regarder les autorités. Quand même, c'est une grande autorité quand même, un ancien Premier ministre. On verra ce que les autorités vont proposer pour la suite de ce dossier-là. Exactement. Bon, ce qu'il faut le dire aussi, ça lui reste seulement, je crois, il a déjà purgé 7 mois, donc sur 12 mois, parce qu'une année de prison ferme et l'autre là c'est en sursis. Donc je crois qu'au bout de moins de 5 mois, il doit recouvrer sa liberté, même parce que ces processus de cassation, pourvoi en cassation, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, donc peut-être le temps de terminer tout ça, il aura purgé entièrement sa peine de prison d'1 année. Donc voilà, l'autre année, c'est vraiment, il va être en liberté, mais peut-être sous condition de ne pas faire quelque chose sous contrôle entre guillemets judiciaire, parce que quand on est en sursis, on n'est pas aussi en liberté totale. Donc maintenant, ce qu'il peut-être il faut dire, est-ce que on avait discuté à l'époque, le titre, est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est il y a d'autres choses en dessous. Mais non, là maintenant la condamnation elle est officielle. Hein. Elle est officielle, exactement. Nous on n'est pas parti du dossier, parce que ceux qui sont partis du dossier, c'est-à-dire ce qu'on appelle en matière judiciaire, si vous êtes du dossier, c'est-à-dire vous êtes soit plaignant ou bien soit accusé, vous ne devez pas parler. Mais nous, en tant que journalistes, on éclaircit, on donne des éclaircissements et comme l'affaire on relate les faits, c'est surtout ça. Exactement, comme l'affaire est déjà entre guillemets jugé, même si l'avocat a fait un pourvoi en cassation. Donc, il y a certains qui disent aussi que l'avocat n'avait pas d'autre choix que d'aller en cassation parce qu'on connaît la carrure et la représentation de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. C'est quand même quelqu'un qui a toujours été très engagé, qui ne lâche pas l'affaire, il veut forcément rentrer dans une démarche de défendre son honneur. Donc forcément, dire qu'en appel, ça a été reconduit, on s'arrête là, ça aurait été quand même un petit peu facile. Hein. Oui, mais surtout que, bon, c'est qu'on déplore aussi peut-être de la justice malienne, c'est peut-être cette privation de liberté. On peut poursuivre des gens sans les priver de liberté parce que s'il n'y a pas de risque de fuite, menace en tant que tel. Voilà, risque de subordination des témoins ou de falsification des preuves ou même de faire disparaître les preuves. Je crois que on peut poursuivre des gens en n'étant pas détenus. Mais c'est qu'on déplore depuis. Voilà, quand vous êtes convoqué, et notre confrère Youssouf Sissoko aussi est dans le même cas, quand on vous convoque très généralement, vous sortez avec un décernement de mandat de dépôt. Donc c'est ça aussi parce que d'un côté, nous, journalistes, mais aussi défenseurs des droits de l'homme, on crie à dire que les prisons sont pleines. Il faut désengorger, désengorger les prisons. Et au même moment, chaque fois on ajoute des pourtant, nouvelles. Le procureur récemment, il a rencontré les responsables de la presse. Il a pourtant dit que sur le nombre de personnes qu'il reçoit, ceux qui vont en prison sont très peu. Hein. Que c'est quand il jauge une certaine Oui, mais ça, c'est de son niveau. Ça, c'est parce que lui, il est au niveau de la supercriminalité. Mais il y a tous les tribunaux qui envoient quand même... Ah oui, là, ça c'est autre chose. Voilà, qui envoient. C'est ça.
D'accord, affaire à suivre, téléspectateurs. Comme Soulo l'a dit, hein, dans quelques mois, au moins, on sera un petit peu plus fixé. Hein, le mois de juillet prochain, ce sera clair là-dessus. Ok, donc on va à notre troisième sujet, 2026-2027, décréter année de l'éducation et de la culture par le président de la transition, le général du corps d'armée, Assimi Goïta. Voilà, à l'occasion... Exactement, à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an des membres du gouvernement, le président, le général d'armée Assimi Goïta a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Donc le président disait, en déclarant cette période comme celle de l'éducation et de la culture, il veut mettre le capital humain au sommet des priorités de la refondation nationale. Donc, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'était le moment... Ce sont les grandes questions. Exactement, c'était le moment de le faire parce que quand même, c'est à l'occasion du discours de nouvel an du président que très généralement, le président étale ses priorités pour l'année. Et là, 2 mois après, on nous annonce, comme vous l'avez dit, je vous laisse la parole avec l'invité, mais quand même, voilà. Il y a des grandes interrogations, c'est sûr, c'est même pour cela que notre invité, exactement, Monsieur Touré, est ici avec nous sur le plateau. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants, fonctionnaire des collectivités territoriales. Il est également le porte-parole des syndicats de l'éducation, signature du 15 octobre 2026. Monsieur Touré, vous avez vu cette annonce. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit tout de suite en voyant l'annonce faite par le chef de l'État, le général d'armée, Assimi Goïta, comme quoi l'année 2026-2027 décrétée année de l'éducation et de la culture? Ok, merci bien. Vous savez, c'est à la suite de la présentation des feux du gouvernement. Mais déjà, quand il l'a annoncé, ça m'a renvoyé à la présentation de vœux devant la société civile. Parce que c'est là-bas où les autorités traditionnelles de Bamako ont sollicité que l'année soit décrétée année de l'éducation. Donc, je pense que c'est une réponse à cette sollicitation des autorités traditionnelles de Bamako. Maintenant, la question, c'est que pour nous, c'est une très bonne chose pour que l'année soit décrétée. Même si ça n'a pas été un début d'année, nous espérons que les actions que ça va permettre de poser pourront être des soupassements, une base solide pour refonder notre système éducatif. Parce que quand même décréter l'année de l'éducation, de la culture, en tout cas ce qui concerne l'éducation, nous attendons beaucoup de choses, de défis auxquels l'éducation, le système éducatif est confronté. Nous pensons que même si on n'arrive pas à les résoudre, parce que déjà l'année scolaire en tant qu'année scolaire a commencé depuis octobre, mais ça va nous permettre quand même de poser les jalons, d'améliorer, n'est-ce pas, notre système éducatif, surtout mettre en œuvre les recommandations auxquelles nous avons participé, notamment les recommandations des États généraux de l'éducation qui dorment encore, en tout cas de notre point de vue syndicaliste, qui dorment encore dans les tiroirs. Aucune recommandation n'a encore été vraiment mise en œuvre tant que ça. Pas du tout. Sur les recommandations, pour donner un chiffre ou un quota, à peu près, on peut dire quoi? On a 2% des recommandations qui ont été exécutées ou il y a encore 80% qui dorment, qui n'ont pas été exécutés? Moi, si je dois donner un pourcentage, moi je dirais 0%. Nous, syndicats, on n'a pas vu d'actions véritables qui ont été posées pour mettre en application une recommandation des États généraux. Vous savez, les États généraux de l'éducation, les premiers piliers d'ailleurs, les États généraux, c'est les valeurs culturelles et les savoirs endogènes. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, syndicat de l'éducation enseignant en classe, je n'ai pas vu d'activité qui a mené par le ministère de l'Éducation nationale pour dire qu'il faut remettre en valeur nos cultures ou bien remettre sur la table, n'est-ce pas, les savoirs endogènes. Je n'en ai pas vu. Et ça veut dire que ça c'est le premier pilier. Nous, je sais que l'éducation doit prendre en charge aussi le programme national d'éducation aux valeurs. Ça aussi, si ce n'est pas la célébration de la journée du 14 janvier, où des thématiques sont données et qui sont enseignées dans des leçons modèles, enseignées dans les classes,
je n'ai pas vu autre chose. Donc, pour nous, c'est le fait de mettre d'abord ces deux secteurs, c'est déjà une bonne chose, l'éducation et la culture, mais ça doit nous permettre de poser véritablement des actions qui, d'ici peut-être le 31 décembre, on puisse dire que véritablement il fallait décréter l'année de l'éducation. Et ça va comment on appelle ça, de la formation, d'abord des formateurs, des enseignants, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un nombre de difficultés. Et les formations ne sont pas aussi que ça, parce que pour avoir de bons produits, il faut avoir de bons formateurs. Et pour avoir de bons formateurs, il faut que ces formateurs soient véritablement bien formés. Donc, des écoles de formation d'enseignants. Quel état de lieu, j'en profite là assez rapidement, quel état de lieu de l'éducation au Mali? Non, en fait, l'éducation... Il faut faire un état de lieu ou une brève analyse là, tout de suite. Non, de façon personnelle, on peut dire que l'éducation, disons, depuis 2022, on a quand même une stabilité, en tout cas dans le secteur de l'éducation, qui a permis, je pense, si on fait une analyse des résultats des examens de fin d'année, on sent véritablement une progression. Et ça, je pense, cela est dû à la stabilité de l'école. Maintenant, aujourd'hui, cela seulement n'est pas suffisant. Il faut accompagner cette stabilité-là dans le secteur de l'éducation. Il faut l'accompagner par des innovations, par un renforcement des capacités des enseignants, par l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel enseignant, et faire en sorte que la fonction enseignante soit attrayante. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint des niveaux de nos enfants. Sans oublier que nous, souvent, on a des difficultés, n'est-ce pas, donc, des notions. Donc, il va falloir faire en sorte que cette attractivité-là de la fonction enseignante va obliger l'État d'investir davantage dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, depuis des années, disons depuis 2018-2017, pratiquement les enseignants qui sortent des écoles de formation n'ont plus de ce qu'on appelle la formation continue. Alors que la fonction enseignante, ce n'est pas une fonction statique. Ça évolue. Et il faut être constamment en adaptation avec l'évolution de la société, l'évolution des innovations pédagogiques. Et ça, c'est vraiment statique. Ça fait un bon moment, on ne le fait pas. Donc, et aussi la formation comment on appelle la formation professionnelle, des enseignants qui souhaitent aller améliorer leur niveau et changer de catégorie. Je pense que c'est tout cela qui concourt à améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs. Et ça, je pense quand même que le président, en décrétant l'année de l'éducation, il a dû faire le constat des insuffisances et penser peut-être qu'avec cette déclaration-là, qu'on pourra mettre effectivement les bases là. Bon, on ne peut pas résoudre le problème tout de suite. Les problèmes de l'école malienne, on ne peut pas le résoudre en une année. Donc ce n'est pas le fait de décréter une année qui va résoudre le problème. Mais on pense que ça pourrait permettre de poser les bases sur lesquelles on va construire le reste. Et tout cela passe également par la sécurité. Hormis le point pédagogique en tant que tel, le cadre scolaire, est-ce qu'il s'y prête aujourd'hui? Parce que en tant qu'homme, femme de médias, on a pu voir, on a fait des reportages sur certains établissements privés qui se retrouvaient dans des situations assez pas probables. L'environnement de l'enfant pour qu'il apprend ne s'y prête pas. L'enfant étant en classe, il voit déjà tout ce qui se passe dans la rue. Tout ça aussi, notamment, c'est vrai, il faut former les formateurs, il faut une mise à jour de tout ça, mais le cadre aussi, de fois on n'en parle pas trop, hein, tout simplement. Non, c'est important. Sans cadre propice, il n'y a pas d'apprentissage. Je pense que même là aussi, à l'occasion vous, en tant que syndicaliste, vous en parlez? On en parle, ça fait même partie de nos revendications. Il fut un moment, on a même déposé des doléances pour demander la construction d'écoles publiques. Je disais tantôt que le président, dans sa déclaration, a annoncé la construction des établissements d'enseignement secondaire, 11 lycées, et ensuite la rénovation des lycées existants. Donc je pense déjà que ça va permettre d'améliorer le cadre. Ce que vous dites est très réel, parce que lorsqu'un enfant est dans la classe et qu'il voit tout ce qui se passe dans son environnement, il n'est pas concentré. Ça, c'est vraiment... Ensuite, comment on appelle ça, les normes édictées pour la construction des classes, dans la plupart des écoles privées, ce n'est pas respecté. Et lorsque vous mettez 50 élèves sur une superficie de, je ne sais pas moi, un 4 sur 5 ou bien 9 sur 5, ça ne peut pas favoriser l'apprentissage. Donc, la construction des établissements va forcément avec, comment on appelle ça,
les effectifs raisonnables dans les classes. Moi, je suis en classe, j'ai des classes de 60 élèves. Ça, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ce n'est rien, mais pour faire apprendre à 60 élèves dans une classe qui ne respecte pas toutes les normes requises, ce n'est pas du tout évident que ça. Donc, si on arrive à avoir de bonnes classes avec des effectifs raisonnables, avec la formation des formateurs, je pense que ça va nous permettre véritablement de changer l'image qui est aujourd'hui collée à notre système, à notre école. Par rapport à l'année décrétée, année de l'éducation et de la culture, vous avez parlé que vous observez pour voir des actions. Quelles sont les actions attendues? Vous attendez à quoi comme action pendant cette année-là? Non, moi personnellement, c'est que si l'année est décrétée année de l'éducation, il faut d'abord une organisation structurelle, même au niveau du ministère de l'Éducation nationale. En fait, si l'année est décrétée, l'année est appelée à être portée par des gens. Et les systèmes de portage-là doivent avoir un leadership avéré et reconnu pour qu'ils puissent conduire l'ensemble de la communauté éducative pour atteindre l'objectif que nous allons nous fixer. Ça, c'est au niveau du ministère. Ça, c'est au niveau du ministère. Okay. Il faut forcément à ce niveau-là qu'il y ait cette organisation structurelle. Et ensuite, au niveau des partenaires sociaux, parce qu'on sait que l'école quand même est une école aujourd'hui qui est gérée par plusieurs secteurs. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'école en mode décentralisé. Ça veut dire que l'école n'est pas forcément, disons, pas totalement gérée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a le ministère de l'Administration territoriale à travers les collectivités qui sont impliquées dans la gestion. Donc pour qu'il y ait cette conjugaison d'efforts, cette symbiose de l'ensemble de la communauté éducative autour des objectifs que le président s'est fixé en déclarant l'année, il faut un bon leadership au niveau de la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et ensuite, il faut aller à la mise en œuvre des recommandations essentielles des États généraux. Donc, la première pour moi qui est essentielle, ça c'est le financement autonome de nos systèmes éducatifs. Tant que notre système éducatif est soumis à des financements extérieurs, on ne peut pas le soustraire d'un certain nombre d'aléas, d'un certain nombre d'exigences des partenaires. Parce que quand les partenaires amènent des financements, forcément, ils ont des exigences qu'ils vont vouloir vous imposer. Pour moi, il est essentiel qu'on ait un investissement, un financement interne de nos systèmes éducatifs pour que nous puissions enseigner ce que nous voulons à nos enfants. Donc, ça va également de ce qu'on appelle les états généraux de l'éducation et ensuite aller à la mise en œuvre du programme national. Je tiens à ça parce que c'est quand même ce programme-là qui permet d'enseigner à nos enfants qui nous sommes. En fait, c'est vraiment les valeurs fondamentales, les valeurs reconnues de notre société qui sont répertoriées dans ce programme-là et des plans d'action ont été édictés dans ce plan-là qui vont permettre effectivement d'enseigner à nos enfants les valeurs maliennes. Parce qu'aujourd'hui, je crois que pendant les États généraux, ça a été développé, il faut revoir les programmes, il faut voir les systèmes d'enseignement et tout. Jusque-là, voilà, vous avez dit, les recommandations, jusque-là, rien n'a été proprement fait en tant que tel. Est-ce que cette année décrétée va vraiment pouvoir impulser un gros changement? Moi, je pense qu'à partir du moment que le président l'a décrété, les agents qui sont là-bas, les différents ministères concernés, spécifiquement les ministères de la Culture, les ministères de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, seront obligés de faire quelque chose pour qu'ils puissent présenter un résultat au président. Ça aussi, c'est l'avantage de décréter l'année de l'éducation. Parce qu'ils sont obligés de présenter un résultat. Et ça, ils seront obligés de poser des actions. Maintenant, il ne s'agit pas seulement pour nous de faire des actions d'éclat pour montrer à l'homme. Vraiment, nous, on veut que ça soit vraiment une année qui va permettre de poser véritablement les jalons de la refondation de notre système éducatif. Quelle action aujourd'hui le département, notamment avec le ministre en tête, doit poser comme première action, selon vous, la première des actions à poser par rapport à cette année décrétée? Moi, si c'est moi, tout de suite. Après que le président a déclaré que l'année est décrétée année de l'éducation, la première chose en tant que ministre, moi j'allais inviter toute la communauté éducative. Les invite tous pour partager l'information. Bien vrai qu'ils l'ont reçu, pour partager l'information. Le dire que le président a décrété année de l'éducation et de la culture et que nous sommes tenus à un résultat. Et pour cela, il ne s'agit pas de la personnalité du ministre, il ne s'agit pas du département de l'éducation, mais il s'agit de l'ensemble de la communauté éducative. Je pense que ça, c'est la première chose pour avoir l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative au projet d'abord. Et ensuite aller à la mise en œuvre des actions qui vont passer par la mise en place des commissions. Moi, je dis aujourd'hui, quand les États généraux demandent de revoir le programme,
les programmes nationaux d'éducation aux valeurs demandent d'insérer ces valeurs dans les programmes, il faut mettre des équipes ensemble qui vont travailler avec ce programme-là et ensuite avec les programmes d'enseignement pour voir quels sont les programmes, les éléments qui peuvent être intégrés dans le système d'enseignement en fonction des ordres d'enseignement, fondamental, secondaire ou supérieur. Je pense que ça, c'est des travaux qu'il faut faire très rapidement et ensuite aller à l'élaboration d'un nouveau programme d'enseignement. Parce que forcément, ça va nous amener à un nouveau programme d'enseignement. À partir du moment que nous-mêmes, on a pris des initiatives de soustraire du programme certaines leçons. Par exemple, le ministère de l'Éducation a fait une lettre pour soustraire l'enseignement de la Révolution française. Qu'est-ce qui est mis à sa place? Donc, je pense que ça doit être... en fait, il n'y a rien qui a été mis à la place. Non. Et juste pour éclaircir par rapport à nos téléspectateurs, parce qu'il y a eu quand même des téléspectateurs qui voulaient savoir plus, qui se sont dit pourquoi on n'a pas eu le temps de retirer ça avant la rentrée scolaire et qu'il a fallu attendre, par exemple, la rentrée scolaire pour pouvoir la retirer. L'année scolaire a été terminée en juin. On a largement le temps pendant les vacances, même si c'est les vacances, le corps pédagogique quand même travaille un peu. Et il a fallu que ce soit la rentrée scolaire et à 2 semaines de la rentrée scolaire qu'on ait cette annonce comme quoi on retirait. Donc, on n'a pas compris. Je ne sais pas, peut-être vous qui êtes moi-même, je ne peux pas vous expliquer parce qu'on n'a pas été associé. Et après la prise de décision, on n'a pas été appelé pour nous informer pour quelles raisons ça a été enlevé. Mais nous, personnellement, mon syndicat, on avait fait un travail sur le programme d'enseignement lors d'une retraite qu'on a tenue à Bougouni. Et lors de cette retraite, les gens ont estimé que même si on doit maintenir cette leçon-là, qu'il va falloir la renforcer avec des histoires basées sur les Maliens, n'est-ce pas, l'histoire du Mali, etc. Voilà, ça c'est vraiment ça fait pas de nos recommandations. Mais le fait que la décision est venue de façon brute là, moi je ne peux pas vous expliquer ça parce que j'ai pas eu de raison. Vous l'avez eu l'annonce comme nous tous. Comme tout le monde, on a vu la lettre comme tout le monde. D'accord, alors. Voilà. Soulou, je vais vous laisser peut-être avoir un peu plus de président sur ce sujet-là. Il y a pas de souci. Merci. Oui. Effectivement, l'année a été décrétée en peut-être 2, 3 mois, 4 mois après le début de l'année scolaire. Est-ce que cela va changer quelque chose selon vous? Parce que, comme vous l'avez dit, nous, on s'attendait à ce que ça soit décrété avant, comme le programme de retrait de la Révolution française. Maintenant, en cours d'année, est-ce que même s'il faut changer quelque chose, est-ce qu'il y aura un impact sur la qualité de l'enseignement qui vont être dispensés cette année? Non, je ne pense pas si c'est le fait de décréter, si ça va avoir un impact tout de suite pendant cette année scolaire sur le programme d'enseignement. Je ne pense pas. En fait, moi, je pense que ça, c'est ma lecture des choses. Une fois que l'année est décrétée, ça va permettre aux départements concernés, surtout de l'éducation, parce que l'éducation, comme c'est des années, on travaille sur des années scolaires et non sur les années. Donc, déjà permettre aux départements de travailler avec, mettre en place des commissions qui vont travailler sur le programme, qui vont travailler sur les recommandations et faire en sorte que tous ces éléments-là soient prêts pour la rentrée prochaine. Moi, c'est ça ma lecture de la chose. Sinon, dire que ça va changer quelque chose tout de suite, un tuto, je ne pense pas. D'accord. Est-ce que le budget du ministère, est-ce que le ministère a un budget conséquent pour que ce changement ou cette année-là soit son année? Est-ce que à ce niveau, il y a possibilité pour le ministère parce que tout ce que vous faites, vous venez de dire, mettre commission en place, avoir des activités, organiser des activités ou même des ateliers de réflexion, tout ça, ça demande quand même du budget. Est-ce que le ministère a du budget pour pouvoir le faire? Ouais. Je pense que c'est le président qui a décrété. Tout à fait. Si le président décrète, le président mettra les moyens. Je pense que c'est au ministère de l'Éducation d'exprimer ses besoins. Je ne pense pas si le président va décréter l'année et les laisser les mains vides. D'accord. Il y a une autre question qui est très cruciale pour tout le Mali, qui concerne les écoles fermées. Est-ce que cette année, selon vous, va être occasion, parce que moi qui viens du centre, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées là-bas et beaucoup de jeunes, beaucoup de générations sont aujourd'hui considérées comme des générations perdues parce qu'ils ne vont pas à l'école, parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils vont, demain on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont grossir le rang des terroristes, on ne sait pas. Est-ce que cette année-là, comme on a vu avec l'année de la culture de 2025, exclusivement réservée à la culture, on a vu beaucoup d'initiatives, est-ce que
on va espérer l'ouverture de ces écoles-là dans ces jeunes avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de présence de l'État. Je disais tantôt que tout ce qu'on fait, ça passe par la sécurité. Et les écoles fermées, elles sont fermées en raison de l'insécurité. Donc on veut faire une année de l'éducation, une année qui va poser les bases de l'éducation, on doit faire en sorte que cela soit pour tous les enfants de la République. Moi, je suis du Nord. Vous êtes du centre, moi, je suis du Nord. Et moi, chez moi, les écoles sont fermées depuis 2019. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école chez moi. Donc, c'est évident que ces enfants-là soient des proies faciles pour des gens malveillants qui veulent les utiliser à autre chose. Donc, je pense aussi que cette année doit être l'année de diagnostiquer véritablement les systèmes de sécurité pour permettre effectivement de sécuriser ces écoles pour que les enfants reprennent l'école. Parce que ça, ce n'est pas seulement pour reprendre l'école, c'est pour récupérer des enfants qui risquent d'être de danger pour la République demain s'ils ne sont pas récupérés à temps. Donc, comme je le disais tantôt, ça ne va pas résoudre le problème cette année, mais je pense que si tout le monde s'y met, ça peut poser des bases pour que peut-être à la rentrée prochaine, pour qu'il y ait des écoles ouvertes à Bandiagara, des écoles ouvertes à Tombouctou, on les surtouche et les enseignants même veulent retourner. Mais ils ne peuvent pas retourner dans les questions de sécurité. D'accord. Votre syndicat, la synergie, la dernière, surtout la synergie quand même, c'est un syndicat, c'est une synergie qui a quand même du poids. Est-ce que vous pensez que vous avez votre mot à dire à cette année décrétée comme année de l'éducation? Si oui, quelles sont les sanctions que vous pouvez vous imposer au ministère, aux autorités, parce que vous êtes quand même un acteur majeur de cette éducation? Je pense que si nous ne sommes pas associés, il n'y aura pas d'année d'éducation. Nous sommes quand même les partenaires sociaux les plus influents. Quand on parle de partenaires sociaux du département de l'éducation, parce que nous avons quand même les enseignants, tout ce qui sera initié, c'est les enseignants qui sont appelés à les mettre en œuvre. Et si les enseignants ne sont pas, forcément, ça ne peut pas y avoir lieu. Donc, le syndicat de l'éducation, moi, je le disais tantôt que toutes ces questions-là, en tout cas, si nous concerne les états généraux, l'ensemble des questions de préoccupation, nous avons travaillé sur ces questions-là. Nous avons des propositions. Il suffit aujourd'hui que les leaderships qui sera mis en place. Parce que pour moi, tout passe par ça. Que le département de l'éducation, si c'est le ministère de l'éducation qui va conduire tout cela, qu'il fasse appel à ses partenaires. Nous allons partager nos propositions avec le département. Là où nous estimons que c'est urgent, là où nous pensons que ça peut attendre un peu, nous avons l'ensemble de ces questions-là, nous avons nos propositions là-dessus. Il suffit que nous soyons appelés. Maintenant, l'initiative ne nous revient pas parce que nous ne sommes pas une autorité qui décide. Nous sommes des syndicats, nous sommes des partenaires sociaux. Quand on est invité, on donne nos points de vue. Maintenant, si des décisions sont prises et qui sont à l'encontre des intérêts des enseignants, là, les syndicats de l'éducation vont agir. Ça, c'est le plan vraiment purement syndical. De manière concrète, on va imaginer que vous êtes associé à tout ça et on va même espérer surtout que le département, le ministère font le nécessaire pour vous associer parce que vous avez quand même la main à la pâte, vous avez à l'œil tout ce qui se passe et tout ça. Comme ça, de manière concrète, c'est vrai que c'est des travaux et tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, si le syndicat est associé, quelle peut être réellement et véritablement la contribution du syndicat par rapport à cette année décrétée, année de la culture, de l'éducation et de la culture? C'est pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est quand même... c'est un peu compliqué pour nous de dire tout de suite, parce qu'on ne sait pas sous quel format... Oui, mais vous avez quand même une idée. Sous quel format ils vont nous présenter, ou sous quel format ils vont solliciter notre contribution, et sur quel point ils vont solliciter notre contribution. Mais peu importe le format, vous devez quand même avoir un minimum de contribution sur un point assez précis. Je pense. C'est clair. Bon, donnez-moi un point sur lequel vous souhaitez avoir la contribution des syndicats. Ça, je peux vous le dire. Je pense que le syndicat, quand même, a cette particularité d'être déjà assez en cohésion. Le département, aujourd'hui, va faire un travail qui a besoin de cohésion, je pense. L'année de la culture, forcément. On a besoin de cohésion, on a besoin à ce que tout le monde adhère. Peut-être que le syndicat va être ce monsieur qui va, j'image un peu la personne qui a son bâton de pèlerin et puis qui va fédérer davantage tout le monde, donc au-delà du département. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'on est en période de transition. On est en période de transition, on est dans une gouvernance assez exceptionnelle qui n'est pas normale. Donc forcément,
il y a des petites a priori qu'on peut quelquefois voir comment on rajoute un petit peu de grain de sel, de mayonnaise. C'est vrai que le syndicat a déjà fait beaucoup de choses en signant le pacte social. Et ça, c'est à l'avantage de tous les Maliens dans l'ensemble. Pas seulement le département, les autorités ou bien le syndicat qui, quelque part, s'est trouvé muselé ou bien attaché des deux mains. Mais aujourd'hui, on se dit aussi quelle contribution, quelque part, de toutes les structures, toutes les collectivités, toutes les synergies pour le Mali. C'est ça ma question, en fait. Je ne plaide pas pour quelqu'un. Je comprends. Simplement. En fait, je comprends parfaitement. En fait, nous, syndicats, moi, je disais tantôt, le pacte, c'est en 2023. Nous, déjà en 2022, on a signé un procès verbal avec le gouvernement. Et depuis, nous avons observé quand même une accalmie totale dans le système, dans le domaine de l'éducation. Oui. Et ça va continuer tant que chacun reste. Vraiment, il ne faut pas que les droits de nos syndicats soient violés. Tant que cela n'est pas fait, ça va continuer. Et ensuite, il y a le pacte qui est venu s'y ajouter. Donc, je pense qu'on est quand même les syndicats quand même dans des dispositions très favorables pour améliorer, pour accompagner l'État dans cette refonte du système éducatif. Ça, je pense qu'on est vraiment dans de bonnes dispositions. Maintenant, si dans la mise en œuvre, il arriverait qu'on heurte la sensibilité, les intérêts des syndiqués, ça, forcément, la réaction syndicale va suivre. Mais ça, on ne souhaite pas en arriver là. Maintenant, très concrètement, aujourd'hui, si le gouvernement, disons, dans le cadre de cette année-là, le département dit que voici, nous, on souhaite reformuler le programme d'enseignement au niveau de l'enseignement secondaire. Ça, c'est un exemple que je prends. Quelle sera la contribution des syndicats? Ça, c'est là où je dis que nous, on a des propositions sur l'ensemble de ce truc-là. Tout ceci, on a des propositions qui sont faites et qui sont avec nous. Si nous demandons aujourd'hui, voici au niveau de l'enseignement secondaire, voici ce qu'on veut faire, nous, on va proposer ce qui a été déjà dit dans le programme. L'ESM, il faut la transformer en éducation civique, morale et patriotique. Ça, c'est déjà. Il faut changer, comment on appelle ça, les coefficients. De 1 à 2 pour que ça puisse être plus accepté par les élèves. Ensuite, au niveau de l'informatique aujourd'hui, les enfants maliens, en tout cas au niveau de l'enseignement secondaire, à part les quelques 1 heure, 2 heures de cours d'informatique, il n'y a pas d'autre chose. Aujourd'hui, le monde est ancré dans ça. Il faut faire en sorte qu'il y ait véritablement que nos enfants soient impliqués dans le monde numérique. En fait, on a ces aides de propositions qui sont... En faisant en sorte qu'il y a des salles informatiques. Des salles informatiques adaptées pour les classes. Aujourd'hui, vous prenez notre établissement, moi, je suis au lycée Elbat, on a une salle informatique où il n'y a pas plus de 50 ordinateurs. Où on a plus que 4000 élèves. Vous comprendrez que c'est pour venir faire un semblant d'informatique et repartir. Ce n'est pas de l'informatique, ça. Surtout l'informatique qui doit rentrer dans le cadre de l'enseignement. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est disposé à partager nos propositions avec... mais j'imagine que le syndicat est très actif, en tout cas. Je cite ici, le président de la transition, lors des présentations des vœux face au gouvernement de M. Abdoulaye Maïga, avait dit, espérer, pour le citer tout simplement, former un citoyen nouveau, patriote, compétent et responsable, capable pour porter le destin du Mali avec dignité et excellence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est une très bonne chose. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire ça aussi aux gens. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en termes d'investissement, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, de la défense, du transport, tout ceci sont appelés à être gérés, utilisés par les Maliens. Et si les Maliens qui sont appelés à utiliser ça n'ont pas les compétences nécessaires, forcément ça va impacter. Donc je pense que ça c'est véritablement la raison pour laquelle on doit avoir un regard bienveillant sur l'éducation. Parce que c'est là où partent toutes les ressources humaines. Après on peut aller faire des qualifications, etc. Mais c'est vraiment véritablement à l'école que tout cela commence. Et ensuite l'intégrité, comment on appelle ça, ça aussi c'est les valeurs.
qu'on va enseigner à l'enfant. Si déjà un enfant à bas âge, on l'apprend que voler l'État, c'est voler soi-même, voler, c'est pas bon faire ça, et que l'enfant grandisse avec ça, peut-être que nos biens publics seront épargnés. On l'espère. Voilà. Parlons de ça, par rapport à ça, je vais tendre la perche à Soulo. Peut-être Soulo, par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire, parce que former un citoyen nouveau. Oui, à ce niveau, c'est aujourd'hui le système éducatif malien est décrié par les acteurs eux-mêmes, parce que le renouveau tant souhaité depuis 2020 par les autorités de la transition devait non seulement commencer par l'éducation, mais aussi par la culture. Et en lieu et place de l'éducation, on a vu une année entièrement dédiée à la culture. Oui, il y a eu beaucoup d'actions. On a aimé. On nous a fait des rappels des actes héroïques et autres là qu'on a vus. Mais tout cela, pour moi, l'éducation devait précéder la culture. Parce que même la culture, ça s'apprend. Ça s'apprend quand quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ou qui n'est... Oui, on va me dire que c'est pas seulement à l'école on apprend. Oui, c'est pas seulement à l'école on apprend. Mais quand même, il y a cette théorie-là de faire, d'enseigner les acteurs de la culture. C'est comme une école. On dit aller parler avec des vieux, comment les parler, comment demander, comment avoir des informations. Ça, c'est une sorte d'éducation. Aujourd'hui, le système de l'éducation, avec des différentes nominations qu'on a vues dans la presse, c'est un scandale. Donc, le renouveau du Malien doit quand même, comme le président l'a dit, ça c'est la théorie. Mais il faut maintenant le rendre pratique. Il faut aller dans la pratique. Dans la pratique, comment ça doit se passer? Comme je disais à Ousmane Almoudou, il faudrait compter avec les acteurs. Pour la culture, on a compté avec les artistes, avec tous ceux qui interviennent dans le domaine. C'est vrai, le ministère est le bras politique. Donc, le bras travaillant, c'est vraiment les acteurs, les éducateurs, les enseignants, tous ceux qui interviennent dans le domaine, la communauté éducative. Exactement, le corps pédagogique, le corps professoral. Donc, aujourd'hui, il faut les impliquer à 1000%. À 1000%. Et pour cela, il faut, par exemple, ils ont signé depuis 2022 un acte de non-agression, comme il a dit. Si un côté venait à être agressé, forcément, l'autre, le côté agressé va entre guillemets, oui, il a dit, le côté agressé va réagir. Oui. Donc aujourd'hui, pour cela, moi, ce que je souhaite, que le corps enseignant soit le mieux payé de tous les autres. Aujourd'hui, quand on regarde leurs conditions de vie, on n'a pas envie, personne n'a envie. Toutes ces réflexions et ces recommandations ont été faites lors des États généraux. Exactement. Donc du coup, le président a tout ça dans son bureau, soit dans son tiroir. Donc il suffit seulement de les enlever et de les dire. Voilà pour que l'éducation soit efficace. Et tout dernièrement, le ministre de l'Enseignement supérieur, il a fait une lettre, je crois, décriant des abandons de postes de nos professeurs, des enseignants qui sont recrutés dans des pays. Non, le ministère, le ministre de l'Enseignement supérieur, signé par Brima Kansen lui-même. Donc, des enseignants qui quittent, qui abandonnent leur poste au profit des pays voisins. Donc, ça, ce n'est pas honorant pour un pays qui se veut aller vers une refondation. Mais sous l'eau, quand même, il faut être assez raisonnable. Là où l'herbe est plus verte, le mouton, il va brouter là-bas. C'est pourquoi j'ai dit. Revenons sur l'éducation. Je crois c'est là, en fait, la base même de l'éducation. Aujourd'hui, sous Moussa, on a dit que l'éducation malienne attirait. Aujourd'hui, pourquoi ça n'attire pas? Vous ne voulez pas. Moi, je ne veux pas être enseignant. Les enseignants maliens étaient recherchés. Aujourd'hui, est-ce que ça nourrit son homme, l'enseignement? Donc, c'est ça aussi. Donc, il faut vraiment mettre tous ces acteurs-là dans les conditions normales de vie pour qu'ils puissent se consacrer uniquement à leur activité pédagogique. Aujourd'hui, un enseignant qui est enseignant, le matin, qui va le soir aller peut-être cultiver, ou aller faire maçon, aller faire quelque chose pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc ça, ce n'est vraiment pas facile pour refonder l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas syndicaliste, je ne parle pas au nom de Almoudou, mais quand même, la refondation, l'année de l'éducation doit commencer par mettre le corps enseignant dans les bonnes conditions pour pouvoir former nos enfants
qui sont les futurs dirigeants de ces pays, qui sont les futurs. Parce que la phrase du président, c'est ça qu'il s'est dit. Si l'enseignant n'est pas dans les conditions, comment il veut former un citoyen honnête, patriotique et tout, parce que lui-même, il n'en croit pas, ou parce que lui-même, il va voir que c'est vraiment pas qu'on sert dans l'assiette. Donc, comme j'ai dit, dans la théorie, c'est bien dit. Maintenant, dans la pratique, il faut matérialiser pour pouvoir voir sur le terrain le changement espéré. D'accord, c'est vrai que l'éducation, oui. Non, juste dire que quand il parle de... C'est là où j'ai parlé d'attractivité de la fonction. Parce qu'il a déjà pris l'exemple sur nos camarades supérieurs qui sont en train de fuir pour aller ailleurs. Bien vrai que c'est vrai, nous aussi, on peut faire en sorte qu'ils restent chez nous. Parce que quand même, c'est des cerveaux qui quittent leur pays pour aller servir ailleurs. Mais il faut verdir tout simplement. Voilà, ça, c'est vraiment ça. Mais ensuite, au-delà de ça, même au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui quittent l'éducation pour aller dans d'autres secteurs. À travers les mécanismes qui sont prévus par le statut, la mise à disposition, les détachements qui sont en train de partir. Donc, moi, j'estime que si les gens quittent, ça veut dire que ce n'est pas bon. Et là, c'est alors que l'éducation, quand même, c'est la base, c'est tout. Donc, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont partis aient l'envie de revenir, et ceux qui sont là-dedans, ils restent. Et ça va forcément avec l'amélioration des conditions de vie et de travail. En tout cas, vous espérez que cette année décrétée va quand même pointer du doigt certains sujets et faire en sorte que au moins un certain quota de vos remarques, suggestions soient prises en compte. On l'espère et on fera en sorte, en tout cas dans toutes nos communications, dans toutes nos rencontres qu'on aura avec les autorités, parce que Dieu seul sait, il y en aura, on va insister sur ces questions-là qui pour nous sont essentielles pour le maintien même de la dynamique dans le système éducatif, mais aussi pour attirer d'autres personnes. Et ensuite, je vais parler du recrutement aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'on a beaucoup d'écoles, même à Bamako, ce qui étonne certains, on a des classes qui sont fusionnées pour le donner à un enseignant parce qu'il y a un manque d'enseignants. N'en parlons pas des régions. Moi, j'ai fait mon stage à Doussidiana dans le cercle de Yanfolila. On était 2 enseignants pour 6 classes. 2 enseignants pour 6 classes. Il a fallu que la collectivité recrute un 3e pour que nous soyons 3. Donc chacun a 2 classes. Donc c'est pour vous dire, et ça existe un peu partout sur le territoire. Et alors qu'on a les sortants, il y a beaucoup de sortants d'IFM, sortants d'INSUP qui sont sur le terrain. Donc ça fait un bon moment quand même, il n'y a pas eu de recrutement aussi conséquent dans le système éducatif. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de recrutement, mais là vous me tendez une perche, je vais la saisir. Il y a aussi cette notion comme quoi il y a certains professeurs qui n'ont pas le niveau. Et ça, moi, je peux le juger personnellement. Il ne faut pas mentir. Il y a des professeurs, on vous dit c'est professeur, mais quand ils vous alignent 5 phrases, vous avez mal à la tête. Vous vous dites, il a eu sa formation où, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des bonnes écoles. Il faut voir le concours, parce que quand même, depuis les enseignants, si c'était avant où les enseignants, c'était les mairies qui les recrutaient, on pouvait comprendre. Je peux recruter mon frère, ma soeur, etc. Mais aujourd'hui, quand même, c'est un concours national. C'est clair, transparent. C'est un concours national qui est organisé. Mais c'est transparent, clair et tout. Ça fait 2-3 ans quand même. Les concours, c'est des concours qui sont rigoureux. Et que ceux qui sont admis sont à la hauteur. Ok. Je voudrais terminer par dire que quel qu'en soit le niveau d'enseignant que vous recrutez, l'enseignant, c'est la formation continue. Exact. S'il n'y a pas de formation continue, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est dépassé. Et ça, c'est à la fois le rôle de l'État, mais aussi c'est la responsabilité de l'enseignant lui-même de se former. Parce que moi, je me vois mal être devant les élèves et les raconter, excusez-moi de l'expression, des âneries. Donc, pour ne pas même se faire coller par des élèves. Moi, j'étais interpellé des fois où des élèves ont collé des enseignants dans mon établissement. Et les élèves sont venus me le dire. Ça n'honore pas l'enseignant aussi. Donc, vous rejoignez un peu mes dires. Voilà. C'est pas que je cherche la bagarre non, pas du tout. Mes frères et sœurs enseignants, mais bon, c'est histoire de... Je pense que le Malicroix d'aujourd'hui aussi, c'est un peu ça, une certaine vérité, une certaine transparence, toujours dans la mesure du respect, d'après monsieur le procureur. L'enseignement aujourd'hui, franchement, la place du civisme
et de la discipline. C'est vrai que dans la citation de monsieur le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui dit « Former un citoyen nouveau, patriote, compétent, responsable » ici, je pense qu'il aurait pu entremettre un peu discipliné, ça aurait été aussi ça aurait été quelque chose. Non, tout ça c'est important. Vous savez, tous les qualificatifs qu'il a ajoutés ici, c'est vraiment bon, la discipline. Tout ça s'apprend à l'école. Mais il va falloir donner une certaine, comment on appelle ça, il va falloir se faire une certaine pression. Que aujourd'hui, l'enseignant en classe, aujourd'hui, c'est juste, comment on appelle ça, il vient juste pour donner son cours. L'enseignant vient en classe juste pour donner son cours. Et pratiquement, l'enseignant n'a pas autre moyen de pression. Même si les enfants bavardent, le règlement intérieur t'interdit de faire sortir l'enfant. À plus forte raison, le frapper. Wow. Les choses ont changé. Donc, si c'est l'enseignant qui se trouve dans ces conditions, il va se dire que bon, moi j'ai 2 heures de cours, j'ai fait mes 2 heures de cours, je me cherche. Ça, j'avais demandé forcément. À parler des acteurs, que le département de l'éducation puisse associer des acteurs, il a plus parlé du corps pédagogique, on va dire. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas que les acteurs manquants, notamment dans les sujets qui concernent l'éducation, c'est aussi les parents d'élèves et les élèves, quand même. On a toujours tendance à pointer du doigt sur le ministre de l'Éducation. Je ne fais pas sa défense ici, mais les acteurs aussi qui sont importants et qui souvent, on leur présente les faits, mais on ne les écoute pas. Ce sont aussi les élèves et les parents d'élèves. Chacun a son rôle à jouer dans cette histoire-là. Les élèves sont ceux-là pour lesquels tout cela est fait. En fait, ce sont les bénéficiaires de tout ce qui est organisation, produit pour qu'ils puissent avoir ce niveau-là. Mais ces élèves doivent avoir un accompagnement des parents d'élèves. Je pense que dans toutes les rencontres qu'on a eues avec les ministres de l'Éducation, dans les partenaires sociaux, il y a ce qu'on appelle la Fédération nationale des parents d'élèves. Ils sont toujours présents. Et donc, ça a aussi de jouer ce rôle-là auprès des parents d'élèves pour que nous puissions avoir cette symbiose disons, cette action collective, n'est-ce pas, des différents acteurs, afin d'accompagner nos enfants à réussir. Parce que l'objectif de tout cela, c'est pour la réussite des apprenants. Ouais. Donc, chacun a un rôle, les parents d'élèves, les enseignants, les collectivités qui sont aujourd'hui, disons, maîtresses, propriétaires des écoles. Quand on rentre dans la décentralisation, comme je l'ai dit, nous sommes dans une école en mode décentralisé, où un certain nombre de pouvoirs sont transférés aux collectivités. Donc, vraiment, il y a plusieurs acteurs, disons, il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de l'école, mais qui souvent, peut-être, agissent en contre-courant. Donc, je pense que peut-être l'année de l'éducation doit être celle qui va permettre à tous de fédérer et de regarder dans la même direction. Est-ce que vous êtes d'accord comme d'autres que l'école est trop démocratisée? L'éducation est trop démocratisée? Solo, je pense que c'est... Oui. Non, si vous êtes... Assez rapidement. Voilà, les gens... Oui, assez rapidement. Oui, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a retiré à l'enseignant son pouvoir. Moi, l'école que j'ai fréquentée, les enseignants que j'ai connus, je ne pouvais pas les regarder, je ne pouvais pas les rencontrer dans la rue à une certaine heure. Si je n'ai pas mon cahier avec moi. Je dis là, même si l'enfant ne te voit pas là, même si tu ne le vois pas, c'est lui qui t'appelle peut-être que Michel, bonjour, pour te montrer qu'il t'a vu. Donc, c'est vraiment un peu ça. Donc, je pense que l'implication des collectivités, de autres partenaires, ce n'est pas grave, mais on doit faire en sorte que l'autorité revienne, n'est-ce pas, à l'enseignant. Qu'on redonne au corps enseignant son autorité d'antan. Pas pour aller blesser des enfants, pas pour aller maltraiter. Dieu seul sait que l'enseignant, s'il y a quelqu'un qui aime l'enfant, c'est l'enseignant. Merci beaucoup, M. Touré. On va poursuivre avec nos différents sujets. Voilà, le dernier même d'ailleurs. On a un sujet sur l'international, comme on le disait au Maroc, avec la CAN qui vient de s'achever il y a juste quelques semaines. Voilà, les supporters sénégalais détenus depuis, avec plusieurs reports de leurs auditions, ont décidé de faire une grève de la faim. Soulo.
Oui, effectivement, c'est l'information qu'on a eue. 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont décidé, entre guillemets, de gêner pour protester contre leur détention sans raison valable selon eux. Et ces détenus, ces supporters, reprochent aussi à la justice marocaine de les interroger soit en français ou en arabe, alors qu'ils ne comprennent ni français ni arabe. Donc ils veulent qu'on leur interroge en wolof, parce que la justice quand même, tout ça c'est un droit pour un détenu, parce que c'est un droit garanti. Si vous ne comprenez pas la langue, la justice est obligée d'avoir quelqu'un qui parle comme interprète pour vous transférer vos charges et tout ça. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, ils ont été détenus, comme vous l'avez dit, depuis le 18 janvier 2026. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et comme vous l'avez dit, des reports en report. Oui, il y a des reports aussi dus à la grève des avocats. Voilà, donc ils sont détenus là-bas et comme vous l'avez dit... C'est suite à le deuxième report. Exactement. Qu'ils ont décidé de faire un petit peu de pression, si exactement. On peut dire. Donc du coup, parce que il faut rappeler quand même que la finale a été émaillée de violences entre des supporters marocains et sénégalais, parce que voilà, la finale même elle-même s'était déroulée sous haute tension. Vous l'avez quand même suivi avec nous, le retrait, sinon le départ des pelouses des joueurs sénégalais. Après ils sont revenus, après c'est le Sénégal qui a gagné. Donc c'est ça qui a suscité cette tension là, où il y a eu des échauffourées entre les supporters, entre les Marocains et les Sénégalais. Donc suite à ça, que ces supporters ont été arrêtés, et jusque-là on n'aurait pas signifié les charges qu'on retient contre eux. Donc je crois qu'ils ont juste c'est juste un moyen de pression sur la justice sénégalaise et les autorités, la justice marocaine, et sur les autorités sénégalaises, pour que les deux côtés trouvent rapidement peut-être un terrain d'entente ou comment les faire revenir au pays. Le Premier ministre a été sur place quand même. Il a rendu une visite sur place. On l'avait un petit peu interrogé. Voilà. Et il avait fait comprendre qu'il laissait la justice marocaine suivre son cours. Particularité par rapport à cette CAN quand même, c'est vrai, on compatit un petit peu à nos compatriotes africains, les Sénégalais qui se retrouvent face à ça. Notamment, c'est une compétition qui doit être une réjouissance totale, et aujourd'hui, malheureusement, ça sort, ça devient cette manière. Bon, ça aussi, c'est une particularité qui a été favorisée surtout par, on va dire, l'affaire des serviettes, qui a quand même été très particulière. Sous l'affaire des serviettes, on n'a absolument rien compris. Même nous, les Maliens, ici, on s'est retrouvés avec l'affaire Sinayogo. Exactement. Donc, on attend la suite. Maintenant, l'affaire des... Mais il va falloir que la CAF aussi regarde un petit peu tout ça de très près. Bon, la CAF a même fait un communiqué disant que les serviettes pour les gardiens, ce n'est pas un accessoire de sport. Donc la CAF ne peut pas s'auto-saisir, parce que si c'était les gants ou c'est un accessoire qui est dans la composante des équipements des joueurs, ils disent que voilà, la CAF peut peut-être se prolonger, mais les serviettes, c'est juste pour essuyer les gants et tout. Bon, même ce n'est pas un équipement reconnu par la CAF, donc c'est très difficile. Peut-être il est temps que ce soit reconnu par la CAF. Effectivement, parce que dans le sport, toutes les règles changent, parce qu'il y a des situations qui viennent. Par exemple, enlever les maillots, on donne carton jaune, parce que ça a commencé par un joueur qui a enlevé son maillot, et avant de mettre le maillot, il courait dans le terrain torse nuit. Donc finalement, il y a des mesures qui ont été prises où désormais, quand vous marquez un but, que vous enlevez votre maillot, on vous donne un carton jaune. Certains aussi, ils en abusaient. Exactement. Monsieur Touré, par rapport à la détention notamment des supporters sénégalaises, est-ce qu'il faut que la justice marocaine soit assez ferme là-dessus ou pas, ou bien qu'elle soit quand même un petit peu indulgente, parce qu'elle était quand même le pays organisatrice de cet événement? Bon, moi personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à présent ils sont là-bas. Sincèrement, moi j'avais pensé qu'après le retour du Premier ministre Sonko, qu'ils allaient être libérés. Parce que quand même c'est une compétition sportive qui est terminée, c'est fini. Le Sénégal est champion. Je ne vois pas
ce qui motive encore la détention de ces supporters-là encore au Maroc. Ça, je pense que c'est même pour les relations entre États. Je pense qu'on doit favoriser ça et gérer ce genre de questions plus rapidement pour ne pas que ça prenne une autre ampleur. Parce que déjà avec les grèves de faim, etc., finalement, ça risque de détruire même les relations, n'est-ce pas, diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc, et même peut-être avec d'autres pays africains. Parce que si on se dit que quand on va faire des compétitions dans les pays arabes, entre guillemets, et que ça se termine comme ça, peut-être que la prochaine fois, les gens, en tout cas, ça va susciter beaucoup d'interrogations. Ça fait une petite mauvaise presse quand même pour le Maroc. Et surtout si on savait les charges retenues contre ces supporters, on allait dire, voilà, peut-être qu'ils ont fait des coups ou des blessures, ou ils ont dégradé des biens publics, ou ils ont fait... ce sont les charges, c'est pas encore confirmé, mais exactement. Ce sont les charges qui, pour l'instant, se profilent à l'horizon, détérioration des équipements, et notamment des coups et blessures, et tout ça envers... le staff. D'accord, donc on regardera ça de très près. On va peut-être reprendre ce sujet sur le plateau de Mandé TV. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre entretien brut du jour. Voilà. Soulo était avec nous, ou il est toujours avec nous d'ailleurs, pardon, Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on s'est dit à la prochaine. On se dit à la prochaine et on salue tous les téléspectateurs de Mandé TV, puis particulièrement la diaspora qui suit bien cette émission et cette télé. On est aussi avec M. Ousmane Almoudou Touré, il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Comment ça se prononce? Je suis un peu perdu. Le Synapcity, oui, il faut pas être dogon pour pouvoir épeler cela. Et également porte-parole des syndicats de l'éducation nationale du 15 octobre 2016. Monsieur Touré, merci beaucoup de votre disponibilité. À moi de vous remercier pour l'invitation et solliciter la contribution de Mandé TV pour le rayonnement de l'année de l'éducation et de la culture. Mais on n'a pas besoin de solliciter la contribution parce que Mandé TV, elle est déjà depuis dans l'éducation. Okay. On a tellement de sujets, des thématiques qui font attrait à l'éducation, l'enseignement, la discipline, le patriotisme et tout ça. Mais par contre, je pense que les idées sont déjà dégagées, mais en espérant que le département, avec peut-être votre accord, vous qui êtes là, vous pourriez notifier tout ça lors des rencontres, de pouvoir mettre du poids sur le civisme et la discipline. Ça compte beaucoup. Il faut revoir les cours de circulation routière surtout. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà, ainsi prend fin notre entretien brut. J'espère qu'elle a été aussi claire, limpide, brute, dans la clarté, on veut dire, pour vous. Pour nous, c'est sûr. Donc, on s'est dit à la prochaine. Restez sur nos pages YouTube, Facebook. Mandé TV Reflet du Mali, on salue la diaspora par le monde encore une fois. Et je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.